Bonsoir, depuis la FIM, la Foire internationale de Metz pour Moselle Info, le seul rendez-vous d'information télévisée 100% local, 100% mosellane. Comme chaque soir du lundi au vendredi, nous sommes ensemble pour un tour complet de l'actualité en Moselle. Soyez les bienvenus. Voici les titres. Une inauguration qui ne manque pas de souffle. Le site verrier de Meisenthal a reçu, entre autres, la ministre de la Culture pour son ouverture officielle. 4 ans de travaux, plus de 25 millions d'euros investis. Un sacré pari en milieu rural. 60 ans et en pleine forme, l'École nationale d'ingénieurs de Metz célèbre son anniversaire aux arènes demain en présence de 2000 invités, dont les tout premiers diplômés. L'occasion de découvrir ou redécouvrir cette école, ce sera le grand format. Et Pierre Chevrier sera l'invité, il est le directeur de l'ENIM. La météo nous prépare un très beau week-end. Samedi matin, quelques brumes et brouillards vite dissipés. Il fera 17 à 18 l'après-midi. Dimanche, ce sera plus frais le matin. Information importante pour les marathoniens et les coureurs. Il fera jusqu'à 19 degrés dans l'après-midi. Toutes les prévisions à l'issue de cette édition. Pour l'instant, développons les titres de ce 7 octobre. La centrale de Cattenom, qui produit 70% de l'électricité du Grand Est lorsqu'elle tourne à plein régime, évidemment, ne produit actuellement qu'un quart de ses performances habituelles. Et pour cause, depuis plusieurs mois, 3 de ces 4 réacteurs sont à l'arrêt. En France, certaines centrales sont concernées par la corrosion sous contrainte. Corrosion sous contrainte, phénomène de dégradation qui se manifeste par de micro-fissures invisibles à l'œil nu. Pour des raisons de sûreté, la direction de la centrale a décidé de mener des investigations sur ces réacteurs et un d'entre eux est touché par ce phénomène de corrosion sous contrainte. Les opérations de contrôle et de remise en état sont en cours. La direction de la centrale espère une remise en service de 2 réacteurs courant novembre. Écoutez Jérôme Lesain, le directeur de la centrale de Cattenom. Il est avec Colline l'expert. Par souci de sûreté, et puisque la sûreté est notre priorité, nous avons pris la décision d'aller investiguer, d'aller arrêter un certain nombre de réacteurs pour comprendre ce qui se passait. Et donc nous avons réalisé des contrôles sur 2 réacteurs, le réacteur 4 et le réacteur numéro 3, en coupant les tuyauteries pour pouvoir faire des expertises avec des microscopes dans des laboratoires spécialisés. Et les technologies de contrôle ayant évolué, sur le réacteur numéro 1, cet été, nous avons pu réaliser des contrôles sans découpe, donc par ultrasons. Nous avons terminé les opérations de soudage sur le réacteur numéro 4. Et donc nous pourrons engager le redémarrage dans les jours et semaines qui viennent. Sur le réacteur numéro 1, nous avons terminé les contrôles. Nous sommes en train de mener un dossier de justification en concertation avec l'autorité de sûreté nucléaire pour pouvoir redémarrer là aussi dans les jours qui viennent. Et sur Cattenom 3, qui est aussi concerné par la corrosion sous contrainte, nous menons des investigations pour identifier le périmètre qui est concerné et remplacer les tronçons impactés. Alors toutes les équipes de la centrale de Cattenom ont bien en tête le contexte et je peux vous garantir qu'elles sont mobilisées pour redémarrer les réacteurs le plus tôt possible, mais bien sûr en toute sûreté, ça reste notre priorité, voilà, mais mobilisées pour que tous les Français puissent avoir de l'électricité cet hiver. Du beau monde pour l'inauguration officielle du site verrier de Meisenthal. C'est en Moselle-Est dont la métamorphose a démarré en 2018. Pour apprécier le résultat, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a fait le déplacement, tout spécialement. L'État a participé à cette rénovation à hauteur de 4 millions d'euros ou presque, accompagné par d'autres parrains et financeurs, tous présents. La région, le département de la Moselle et la communauté de communes du Pays de Bitche notamment. Coût total de l'opération pour l'ensemble du site, 25 millions d'euros. Voyez ce reportage sur place de nos confrères de Mosaïque Cristal. Une ministre à Meisenthal, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, a visité le site verrier avant qu'il ne soit inauguré. C'est la 4e ministre à faire étape dans la vallée des Mésanges, dont la dernière en date était Aurélie Filippetti. Est-ce qu'il reste des vases de glace? Oui, il en reste quelques-uns. La ministre ne le sait pas encore, mais une surprise lui est réservée. Au programme de la visite, un tour complet du site verrier, en commençant par sa boutique. Ils sont soufflés dans le même moule, mais ils sont soufflés à la bouche, donc forcément à chaque fois différent. Il y a les vases, mais aussi les traditionnelles boules de Noël, même si la saison n'a pas encore commencé. La visite se poursuit avec le musée du verre qui retrace les 300 ans d'histoire verrière de la région. Alors ici, on rentre dans le début du parcours permanent, consacré bien sûr aux techniques verrières, à l'ADN vraiment de Meisenthal, ce savoir-faire. Il y a également un espace dédié à l'Art Nouveau. Direction ensuite le CIAV en empruntant la passerelle qui relie les 2 bâtiments. Et donc là, on va suivre Jean-Marc qui va réaliser un vase brindille. Après avoir suivi les démonstrations des souffleurs de verre, c'est la surprise. Voilà, regardez. C'est la
prendra date. Le premier. Cadeau de la maison, la ministre reçoit le premier numéro d'une édition spéciale du Vase Brindilles de François Azembourg. La visite s'achève par la découverte des salles de concert, la halle verrière et la boîte noire. Le projet de reconversion du site verrier de Meisenthal avoisine les 18 millions d'euros. L'État l'a financé à hauteur de 20%, soit près de 4 millions d'euros. Tous ces bâtiments, qui regroupent les acteurs du site verrier, sont reliés entre eux par une nappe de béton, symbole d'un travail collaboratif et d'un objectif commun. Un chantier mené par les architectes Frix de Paris. On a fait d'autres équipements culturels publics, mais jamais dans des contextes ruraux. Il y a 700 habitants à Meisenthal, donc il y a une espèce de petit miracle en fait que ça puisse arriver ici tout de suite maintenant. Et quand on fait un événement, quand il y a un concert et qu'il y a 2000 personnes qui débarquent, on ne sait pas d'où viennent les gens, mais il y a 2000 personnes qui viennent assister au concert, c'est vraiment très chouette. Durant sa visite, la ministre de la Culture a rencontré différents acteurs du site, comme Lucien Fleck, un des bénévoles fondateurs du Musée du Verre, mais aussi des artistes et designers, toutes les personnes qui font l'ADN du site verrier. J'essaie d'en retenir cet alignement des planètes aussi entre les collectivités qui ont soutenu auprès de l'État ce projet de rénovation, l'énergie de toute cette équipe qui perpétue ses savoir-faire et la mobilisation de la jeunesse, tout ce que j'ai vu là en formation, et j'essaie de me dire comment retrouver les ingrédients de ce succès pour les déployer ailleurs en France. Meisenthal, une référence pour la France. Entre loisirs, tradition et renouveau, le site verrier présente un panel d'activités originales, une configuration rare, voire, selon les dires de certains, unique au monde. Et les amateurs de boules de Noël attendent désormais avec impatience la toute nouvelle édition de la boule de Meisenthal qui sera dévoilée au mois de novembre. Direction Laquenexy, à présent à quelques kilomètres d'ici seulement, pour la 60e édition de la Fête des Jardins. Il s'agit ni plus ni moins du deuxième plus grand événement du domaine des jardins de tout le Grand Est. Une soixantaine d'exposants sont sur place. Ils attendent 10 000 visiteurs environ ce week-end, dont Baptiste Deveau en compagnie du président du département de la Moselle, Patrick Weiten. Bonsoir messieurs. Oui, Jérôme, je suis avec Patrick Weiten, le président du département de la Moselle. Vous venez d'inaugurer la 60e fête des jardins et des fleurs ici au jardin fruitier de Laquenexy. Cet événement a été lancé en 1961. Pour le département, pour la Moselle et pour tous les Mosellans, qu'est-ce que représente cette fête? Plusieurs choses. D'abord, il met en valeur la culture fruitière et en particulier la culture des pommes, puisqu'il y a près de 800 variétés de pommes qui sont ici produites. Et puis ensuite, c'est ouvrir le jardin aux citadins en particulier, mais également aux habitants des villages et leur donner capacité à pouvoir acquérir des plantes de rosiers, d'autres des pieds de tomates, ailleurs des objets que l'on expose dans les jardins. Donc c'est la convivialité du jardin que l'on retrouve ici à Laquenexy, 60e édition. Donc cela a traversé les générations de jardiniers, qu'ils soient viticoles, qu'ils soient arboricoles, qu'ils soient piscicole. C'est vraiment un rassemblement ici de la Moselle et vous avez vu, il fait très beau, il y a beaucoup de monde, malgré des conditions climatiques épouvantables durant l'été, les jardins s'en sortent bien. Justement, parlons de cette 60e fête. Il y aura des animations, des visites, des conférences. Est-ce que vous pouvez nous parler des moments forts qui vont se tenir ce week-end? Alors on va avoir des conférenciers. On a la chance d'avoir Moselle TV. Ensuite, il y a des TV nationales qui ont montré le bout du nez, qui ont été intéressés par ce qui se fait ici. On a des animations qui vont être mises en place avec des spectacles de rue tout au long des 2 jours, demain et encore après-demain. Et puis ensuite, il y a des conférenciers qui vont venir parler des rosiers, qui vont venir parler de la culture fruitière, qui vont venir parler d'agrumes. Enfin, pour nous, c'est donner la capacité d'aborder le jardin sous toutes ses formes avec des conseils de spécialistes et puis ensuite avoir des produits qui sont présentés à la fois. Et d'abord, en essayant de mettre en évidence les producteurs mosellans par la marque Qualité Moselle. Et on a énormément d'exposants qui portent aujourd'hui fièrement ce label Qualité Moselle. Et puis ensuite, c'est pour nous montrer également que la Moselle est une terre d'accueil, une terre de nature, une terre de culture. Et pour nous, c'était important de faire la promotion du département. Merci M. Weiten. Et vous pouvez profiter de cette 60e fête des jardins et des fleurs ici ce week-end au jardin fruitier de Laquenexy.
Merci Baptiste et tous ceux et celles qui nous suivent ici à la FIM et derrière leur écran, quelle que soit la taille de cet écran, peuvent aller donc ce week-end au jardin de la Connexie. Prenons un peu de hauteur cette fois pour nous rendre sur les coteaux afin de savoir si l'année a été bonne pour le vignoble mosellan. La chaleur qui a atteint des records cet été, je ne vous apprends rien, a-t-elle été bénéfique pour les grappes de raisin ou au contraire a-t-elle tout brûlé, en tout cas chez Ève Maurice au domaine des Béliers. Visiblement, personne ne se plaint de cette chaleur. Un reportage de Lucie Philippot. À Ancy-Dorneau, Ève Maurice, viticultrice au domaine des Béliers, apprécie la couleur de ses 5,5 hectares de vignes. Cet été qui a été très chaud et a atteint les 37,5 degrés en Moselle a été une bonne année pour le pied de vigne. 2022 était un millésime très sec. Donc en fait, pour la viticulture, plutôt positif, assez facile. C'est-à-dire que le peu d'eau qu'on a eu, la vigne a été capable d'aller la chercher en profondeur et a bien résisté. C'est une plante qui est très résiliente, donc elle a bien supporté. Et donc aucune pression, par contre, de maladies, de choses comme ça, qui auraient pu abîmer. C'était très très sain. En début d'année 2022, la viticultrice avait fait un stock de bouteilles, mais depuis plusieurs mois, elle est frappée par une pénurie de verre qui la freine dans sa production. Et j'avais commandé du verre pour 2022 dès le mois de mars. Et je ne suis toujours pas livrée, donc on est quand même en octobre. Donc je pense qu'il y a encore des difficultés sur cette filière et ça va être compliqué. Après un été intense, le domaine retourne désormais à ses activités d'hiver dans les caves, mais toujours avec un pied dans les vignes. Là, on va laisser la vigne faire sa mise en réserve. Le feuillage est resté beau, donc il a encore plein de chlorophylle, donc ça lui permet de continuer à accumuler des sucres et à les stocker dans les bois pour bien supporter l'hiver et pour avoir un beau départ l'année suivante. Donc là, on va la laisser tranquille faire ses réserves et au premier froid, aux premières gelées, quand il n'y aura plus de feuilles sur les vignes, on va commencer à tout doucement débuter la taille. La cuvée 2021 ayant été mauvaise, Ève Maurice et son équipe arrivent à la fin de leur stock. Cependant, ils entameront début novembre la période des marchés pour vendre les millésimes des années précédentes. Et à présent, puisque nous sommes vendredi, voici le Jéroboam de la rédaction. C'est en fait le grand format. Elle fait partie intégrante du paysage messin depuis 6 décennies. L'ENIM, l'École nationale d'ingénieurs de Metz, fête samedi ses 60 ans. Une longévité célébrée par un gala exceptionnel aux arènes de Metz avec 2000 invités. L'occasion pour nous de revenir sur ce que représentent ces écoles pour les différents acteurs. Voyez ce grand format signé Jean Milon. Ça, c'est notre atelier où on développe et on construit nos voitures que vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est une voiture de 2018. Et ça, c'est la dernière voiture, donc celle de 2022. Depuis 2010, l'ENIM participe à une compétition entre écoles d'ingénieurs pour penser et fabriquer une monoplace. C'est en partie grâce à ce projet que Léo s'est inscrit ici. C'est très valorisant sur un CV à l'étranger, comme on peut le voir sur le parcours de nos des anciennes personnes qu'on fait. C'est pas cette voiture-là, c'est une voiture qui est exposée en haut, qui est maintenant arrivé, on va dire, au summum de ce qu'on peut viser en sport automobile, c'est-à-dire la Formule 1. Comme lui, mais 25 ans plus tôt, Yannick a rejoint les rangs de l'ENIM. Aujourd'hui, il est dirigeant d'un cabinet de recrutement et chaque année, une dizaine d'Enimiens passent par sa structure. J'ai toujours gardé un attachement avec l'école parce qu'elle m'a apporté beaucoup, donc je considère que les anciens doivent aussi continuer à apporter à l'école dans son développement. Et évidemment, aujourd'hui, en tant que cabinet de recrutement, on a besoin d'avoir des gens qui ont la tête bien faite, mais des gens aussi qui ont un état d'esprit, qui sont capables de fédérer les gens autour d'eux. Et l'ENIM, pour ça, a su énormément se développer entre plus de 20 ans, entre le moment où j'ai été diplômé et aujourd'hui. Bien plus qu'une simple école, l'ENIM, c'est aussi un créateur de liens sociaux. Tout le monde se connaît et ce n'est pas Zoé, très impliquée dans la vie associative, qui vous dira le contraire. L'ENIM, pour nous, c'est surtout une grande famille. Et le but, c'est de tous s'entraider. Donc c'est pour ça qu'on fait plusieurs événements. Et c'est important d'avoir ce côté convivial parce que les études, c'est pas toujours facile et c'est bien de pouvoir compter sur chacun. Et s'il y a bien des personnes sur qui les étudiants peuvent compter, ce sont les professeurs. Sophie a rejoint l'ENIM il y a 20 ans. C'est un vrai plaisir d'enseigner. Le profil de nos ingénieurs étant très particulier et puis le contact qu'on peut avoir avec eux
Et eux également, leur profil est quelque chose qui est très prégnant pour nous. Une forte cohésion interne, mais aussi au-delà des murs des ateliers et des salles de cours. L'ENIM s'exporte à l'international. Depuis 2000, elle collabore notamment avec le Brésil. On travaille sur la collaboration, on travaille très proche. Moi, je suis ici pour voir comment les élèves, comment ça marche la formation et pour essayer de recruter plus d'élèves français pour aller au Brésil aussi. En 1962, l'ENIM accueillait sa première promotion. Ce samedi soir, elle récompensera celle de 2022, 60 ans après. Aujourd'hui, l'école reste la locomotive de l'enseignement supérieur de la région, avec 7000 diplômés en activité partout dans le monde. Et Pierre Chevrier, le directeur de l'ENIM, sera l'invité de Moselle Info dans quelques bouchons. Nous l'évoquions hier soir dans le Moselle Info. Le Cercle des Pareges a soufflé sa première bougie. Officiellement, c'était le 1er octobre. Hier soir, quelques jours après cette date symbolique, le Cercle fêtait l'événement en compagnie de nombreux invités, dont une très grande partie de ses membres. De quoi satisfaire l'initiateur de ce cercle, Bernard Serin, le président du FC Metz. Il répond à Arnaud Demerlet. Je retiens une première année qu'on peut qualifier de succès, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le lieu, c'est le stade, c'était peut-être un petit peu étonnant, mais l'endroit où fonctionne le Cercle des Pareges a été parfaitement, je crois, imaginé, conçu, décoré pour que le cercle fonctionne parfaitement. Le nom est maintenant un nom qui est rentré dans les mœurs à Metz. Le nom de Pareges est revenu dans la lumière et c'est bien parce que c'est un nom synonyme d'une grande période de richesse et d'attractivité de notre ville et de notre région. Les membres ont plus de 500 membres, 550 membres aujourd'hui, c'est donc un succès. Je crois que ça dépasse un petit peu même nos prévisions initiales. Simplement maintenant, sur la deuxième année, à encore améliorer les choses, notamment en invitant des élus politiques. Nous ne l'avons pas fait pendant l'année de campagne présidentielle. Et maintenant, nous avons eu Patrick Weiten, nous aurons Jean Rotner, nous aurons François Grosdidier et nous aurons François Hollande. Et au mois de mai, à la fin de la saison, on va faire une garden party sur la pelouse de Saint-Symphorien. Donc tous les membres et leurs amis vont être invités à cette occasion. Et à présent, toujours depuis la film, maintenant c'est la séquence invitée. Toujours depuis la foire internationale de Metz avec l'invité du jour, Pierre Chevrier. Bonsoir. Bonsoir. En voisin presque. Ah oui, à quelques centaines de mètres. À quelques centaines de mètres seulement de l'endroit où nous nous trouvons pour évoquer un bel anniversaire, l'anniversaire de l'école que vous dirigez, puisque l'ENIM a 60 ans. C'est une manifestation sur laquelle vous et vos équipes travaillez depuis de nombreuses années, je présume. Oui, depuis un bon petit moment. C'est un événement assez conséquent pour fêter effectivement nos 60 ans d'ouverture et en fait nos 62 ans d'existence. Vous avez donc commencé, on ne le sait peut-être pas suffisamment, au lycée Louis-Vincent à Metz avant d'aller au Saulcy. Oui, tout à fait. L'école a ouvert ses portes en 1962 et on a été initialement hébergé au lycée Louis-Vincent, au LTE, pour déménager finalement dans les premiers bâtiments qui ont été construits sur l'île du Saulcy pour accueillir le premier établissement d'enseignement supérieur en 1965. Et donc on a déménagé en 65 et sorti la première promotion en 1966. Racontez-nous comment on crée une école. Est-ce que vous avez l'historique? Pourquoi cette école est arrivée à Metz? L'historique, je l'ai en tête, oui, je ne l'ai pas construit, mais je l'ai en tête. En fait, c'est venu d'un besoin extrêmement important de techniciens supérieurs et d'ingénieurs pour alimenter l'industrie et la dynamique industrielle de l'époque. Donc on parle des 30 Glorieuses et de la fin des années 50 et 60. Et il y avait absolument besoin de créer des écoles pour former des ingénieurs. Il y avait grosso modo les arts et métiers, les grandes écoles, et donc il a été créé les INSA à ce moment-là, et en 1957, et les ENI, puisqu'il y avait à l'époque 5 ENI sur l'ensemble du territoire français, dont une qui est arrivée à Metz en 1962. Alors depuis, du chemin a été parcouru, vous êtes passé par le Saulcy et depuis donc une dizaine d'années, c'est ça, à quelques mètres de l'endroit où nous nous trouvons. Combien de personnes, d'étudiants et d'étudiantes sont passés par l'ENIM et combien sont sortis diplômés?
Alors on a aujourd'hui à peu près 7500 diplômés de l'ENIM en activité. Après il faut compter ceux qui sont à la retraite et malheureusement ceux qui sont décédés. Mais 7500 ingénieurs aujourd'hui en activité formés dans notre école. Et effectivement on a déménagé du Solcy vers le Technopole en 2010, l'été 2010. Donc ça fait 12 ans qu'on est ici sur le Technopole et très heureux d'y être d'ailleurs. Un ingénieur, qu'est-ce que c'est aujourd'hui en 2022? Comment se définit-il? Moi, j'ai tendance à toujours faire très court. Pour moi, un ingénieur, c'est quelqu'un à qui on pose des problèmes à longueur de journée, qui doit trouver des solutions à ces problèmes-là. C'est quelqu'un de bien, alors? Oui, enfin, il faut trouver des solutions. Un ingénieur qui n'a pas de problème n'a rien à faire. Donc, c'est résoudre des problèmes. Alors, évidemment, le métier de l'ingénieur a considérablement évolué. Et l'idée, c'est d'être évidemment à l'écoute des problématiques industrielles qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui. Et les grands enjeux que personne ne peut ignorer aujourd'hui, c'est les enjeux énergétiques, les enjeux climatiques, etc., quoi. L'ENIM forme dans quel domaine, dans quelle spécialité? Alors nous, on forme des ingénieurs on dit des ingénieurs généralistes dans le domaine du génie mécanique et du génie industriel. Donc principalement vers l'industrie mécanique, celle qui est très présente sur le territoire mosellan et essentiellement à 90-95% l'industrie du transport et en numéro 1 l'automobile, le ferroviaire et l'aéronautique. Donc évidemment avec Stellantis, ThyssenKrupp et d'autres, je ne citerai pas tout le monde, mais il y a énormément de débouchés. Je suppose que vous avez de grandes relations fortes avec les industriels qui vous posent des questions justement et vous donnent peut-être des problèmes à résoudre. Oui, je dirais presque plus que certaines autres écoles. Ça fait vraiment partie de l'identité de l'école parce qu'on a été créé pour former des ingénieurs qui alimentent le territoire industriel. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Donc il y a énormément d'ingénieurs ENIM qui sont positionnés dans les entreprises qui nous environnent, dans la Moselle, dans le Grand Est. Donc on continue de former des ingénieurs qui sont attendus des entreprises. Et c'est tous les enjeux d'une école d'ingénieurs, c'est de réussir à continuer de former des ingénieurs dont l'entreprise a besoin, dont l'industrie a besoin, donc avec les compétences attendues au niveau de l'employabilité. Vous avez 7000 donc, ingénieurs diplômés qui sont sortis de l'ENIM. Quelques-uns, peut-être plus que quelques-uns d'ailleurs, sont à l'international. C'est une fierté pour l'école ? Ah oui, ça a été un deuxième grand pan d'évolution de l'école, c'est d'une part d'être présent à l'international, mais aussi, et ça j'aime beaucoup, d'internationaliser l'ENIM, c'est-à-dire avoir des étudiants qui viennent du monde entier dans nos murs au quotidien. C'est extrêmement important parce qu'on parle souvent des langues, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, mais c'est surtout la culture, c'est la compréhension de la culture des autres, parce que quand on va, j'étais ce matin avec une délégation du Brésil qui a fait spécialement le déplacement pour la cérémonie de gala de demain, et il évoquait justement cette notion de culture. Quand vous avez des étudiants français qui font un an et demi au Brésil, par exemple, ils sauront beaucoup mieux travailler dans des entreprises brésiliennes, par exemple. Donc l'international est quelque chose d'extrêmement important pour l'école. À l'inverse, vous les attirez comment, les étudiants? Est-ce que Metz est une place forte et a une belle image pour faire venir de futurs ingénieurs? Oui, puis je crois, là, on peut souligner toutes les actions récentes qu'a menées notamment Moselle Attractivité et le président du conseil département de la Moselle. L'idée, c'est de faire valoir ce territoire, de dire qu'ici, il y a des choses, qu'on a une ville qui est comme une ville d'histoire, avec 2500 ans d'histoire, qui est une magnifique ville avec son patrimoine. Donc l'idée, c'est de donner envie aux jeunes de venir, mais je dis toujours, quand on accueille des étudiants internationaux, quand ils arrivent à Metz, ils n'ont aucune idée d'où est Metz. Ils ne savent pas si c'est en Allemagne, ils ne savent pas. Mais quand ils sont là, en 24 heures, 48 heures, ils sont conquis par la ville, conquis par la région. Et souvent, ça devient des ambassadeurs dans leur pays. Et on est très fiers de les avoir. Évidemment, c'est une fierté pour nous que de les avoir chez nous. Une question sur l'environnement dans lequel vous êtes, avec d'autres grandes écoles, d'autres laboratoires. D'ailleurs, une nouvelle grande école va sans doute s'installer. Il y a une lettre d'intention récemment. C'est important, ça aussi, d'être dans ce bain bouillonnant de grandes écoles, d'instituts de recherche. Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On est très heureux d'être au Technopole depuis 2010. Alors, on a perdu le côté gai du centre-ville, les restaurants, les bars, etc. C'est un peu plus morose sur le Technopole, mais on a gagné avec toutes les grandes écoles qui sont autour de nous, des centres de transfert de technologie comme l'IRTM2P, le CEATech. Donc il y a un microsystème, un écosystème autour de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la transformation de l'innovation vers des produits industriels. Donc c'est absolument génial et j'ai la chance de présider l'association des grandes écoles de Metz. Donc l'ensemble des directeurs des grandes écoles, on travaille main dans la main pour essayer de justement donner à nos jeunes toutes leurs chances dans l'enseignement supérieur à Metz. Merci Pierre Chevrier, je rappelle que vous êtes le directeur de l'ENIM, l'École nationale d'ingénieurs de Metz. Demain, grande soirée, 2000 participants à la boom de l'ENIM, qui va être une boom extraordinaire. Oui, merci à vous déjà de m'avoir invité, d'avoir pensé à l'ENIM, qui est une école historique sur le site messin et en Moselle. Oui, demain on attend pratiquement 2000 personnes pour fêter les 60 ans aux arènes de Metz et on a toutes les générations des diplômés qui seront présentes puisque 1966 ils sont là et 2022 ils seront diplômés.
Alors il y a des diplômes, il y aura un dîner de gala, il y aura aussi une boum. Vous dansez ? Oui, pourquoi pas. Est-ce que vous chantez? Non, du tout. Du tout, dommage, parce que c'est le grand soir pour Logan, la Mosellane originaire de Marly. Elle est en finale de The Voice Kids demain samedi. Elle sera en direct devant des millions de téléspectateurs. Pour l'heure, c'est le plus grand secret qui règne à propos de la chanson qu'elle a choisi d'interpréter. Tout juste sait-on que cette chanson a été choisie par Julien Doré. Évidemment, toute l'équipe de Moselle TV et même plus largement tous les Mosellans et Mosellanes sont derrière Logan. Elle lui souhaite plein succès. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, Dragon Mag avec Arnaud Demerlet et comme invité, la Dragonne Emma Jacques. Très belle soirée sur Moselle TV.